Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et nos deux indispensables nous ont rejoints. Joe Hume pour la musique. Bonjour Joe, et Olivier Pouls pour la gastronomie. On va déguster un petit peu Olivier aujourd'hui. On va convoquer nos souvenirs de jeunesse. On va se plonger dans des goûts d'enfance. Nous et notre invité. Et oui, parce il va y avoir du riz au lait. Oh, génial, quel bonheur. Ça semble me faire grand-mère. plaisir. Parce que c'est un grand plaisir d'accueillir ce matin le romancier, l'académicien Jean-Christophe Rufin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'aurais pu ajouter d'ailleurs en vous présentant le diplomate, l'ancien ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie, le globe-trotter, parce que ce goût du monde et de la géopolitique transpire vraiment dans votre ouvrage une nouvelle fois. C'est ce que vous voulez faire d'ailleurs, c'est raconter une histoire et en même temps raconter le monde, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le roman, c'est un outil formidable pour éclairer le monde d'aujourd'hui, peut-être regarder un petit peu devant aussi. Ouais. Et alors votre nouveau roman d'or et de jungle, c'est à la fois un roman d'aventure, une fiction d'anticipation proche, hein, ça peut se passer là dans quelques mois, quelques années. Et puis c'est aussi un portrait de femme, Flora, qui est la fille de mercenaires, championne de plongée, qui se laisse embarquer dans un projet qui est quand même assez délirant, l'organisation d'un coup d'État, d'un nouveau type, un coup d'État clé en main. Vous êtes l'inventeur du terme ? Non. C'est quelque chose qui est proposé sur le marché, si je puis dire. Moi, ça m'avait été raconté par le président du Sénégal à l'époque où j'étais en poste. Il m'avait dit, quand il était dans l'opposition, une agence était venue lui dire, écoutez, si vous voulez, on peut vous mettre au pouvoir, on s'occupe de tout, hein. On vous fait ça clé en main, et bien entendu, vous n'avez rien à payer. En tout cas, pour le moment, bien sûr, vous paierez après. Un petit pacte avec le diable. Vous nous rendrez quelques services. Des agences privées. Une agence privée. Hein, c'est ça, privée. Et ça a été fait d'ailleurs en 2004. Le fils de Margaret Thatcher a été impliqué dans une tentative comme ça pour s'approprier, on pourrait dire, un pays d'Afrique très riche, qui est la Guinée équatoriale, pleine de pétrole. Et 2 avions chargés de mercenaires sud-africains sont partis pour prendre le pays, pour faire ce coup d'État clé en main. Bon, malheureusement, ou heureusement, ça échoue. Malheureusement pour eux, mais c'était Bob Denard. C'était les héritiers spirituels de Bob Denard, mais peut-être un peu moins habiles, parce qu'ils se sont fait choper au Zimbabwe et ils ont passé quand même pas mal de temps en prison. Et donc c'est un peu tout ça qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre. Et alors là, les organisateurs de ce coup d'État clé en main, ils vont choisir, après une étude, le sultanat de Brunei pour organiser ce coup d'État. Pourquoi Brunei en particulier ? Alors, d'abord parce que c'est un pays qui m'a toujours fait rêver, parce que c'est le monde malais, c'est cette région du monde, vous savez, les détroits, le détroit de Malacca, vous avez la Chine au nord, les Philippines à l'est, Bornéo, cette île extraordinaire. C'est une zone très romanesque en soi. Voilà. Et Brunei, c'est un tout petit confetti, c'est un tout petit sultanat, qui n'a pas voulu rejoindre la Malaisie, parce qu'il a beaucoup de pétrole et pas beaucoup de population, donc ils se sont dit que autant garder ça pour eux, si vous voulez. Et l'avantage, pour un romancier, c'est que ça fournit une petite scène, un petit laboratoire presque, et que quand vous voulez raconter une histoire, c'est plus facile de raconter ça sur un territoire plus limité. Si on avait voulu parler de la cyberguerre, etc., avec les États-Unis, la Russie et tout, là, c'est tentaculaire, il y en a partout, c'est difficile. Là, on a tout concentré sur un pays. Et le fait que ce soit un État autoritaire, tout est verrouillé, les partis politiques interdits, je crois que les dernières contestations sociales, ça remonte à 1962. Ça joue évidemment là-dedans, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver demain, même dans un pays démocratique ? Le principe de ce coup d'État 2.0, on en reparlera peut-être, c'est de ne pas agir comme dans le coup d'État classique, si vous voulez. Le coup d'État classique, c'est quoi ? Ça existe toujours d'ailleurs. Le coup d'État classique, c'est quelques militaires qui tirent des coups de feu, qui prennent le palais présidentiel, la télévision, etc., puis qui s'emparent du pouvoir. Là, il s'agit d'agir autrement. Il s'agit d'agir sur une société, en quelque sorte, pour la faire imploser. C'est-à-dire de dresser les communautés les unes contre les autres et de faire en sorte que ce qui a l'air calme, au fond, révèle la violence interne d'une société. Et ça, malheureusement, c'est pas l'apanage de Brunei. Je pense qu'il y en a partout, des contradictions entre les groupes sociaux. Et finalement, à chaque fois qu'on voit dans l'actualité actuelle, des tentatives pour influencer, par exemple, le vote américain pendant les élections, ça repose sur ce principe. C'est-à-dire qu'on stimule les... Théorie de l'ébranlement, c'est ça ce que vous dites. C'est l'ébranlement, c'est-à-dire qu'on essaye de faire craquer une société. Et en réalité, toutes les sociétés
mais certaines peut-être plus que d'autres. Alors Brunei, c'est le cas, hein. Qu'on tienne ces contradictions. À Brunei, vous avez une majorité de Malais ethniques, si vous voulez, qui se revendiquent comme tels, mais qui veulent garder le pouvoir. Puis vous avez des Chinois, les Chinois très industrieux qui tiennent le commerce, etc. Les Malais en ont très peur. Alors, pour ne pas renouveler la population chinoise, pour pas qu'elle s'accroisse, ils ne leur donnent pas la nationalité. Ce qui fait que vous avez à Brunei, sur un tout petit territoire, vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont apatrides. Ils sont nés là, sont plus chinois, parce qu'ils sont, voilà, mais ils sont pas non plus malais, ils sont rien. Alors ça, vous vous rendez compte, c'est formidable pour faire éclater un pays. Et ce que vous nous expliquez dans ce livre, Jean-Christophe Ruffin, c'est que les États, en fait, peuvent devenir vraiment une espèce de marchandise sur un marché qui intéresse surtout les grands patrons du numérique. En tout cas, c'est le cas dans votre livre. Vous expliquez la différence entre les multimilliardaires de la Silicon Valley et les premiers self-made man américains, les Elon Musk, qui sont devenus millionnaires à 30 ans. Alors que les Rockefeller, il leur a fallu toute une vie, quoi. Oui, le capitalisme à l'ancienne, c'était un capitalisme dans l'économie réelle, le pétrole, les automobiles, etc. C'était des gens qui avaient construit brique après brique leur fortune, etc. Là, c'est pas du tout ça. C'est des gamins, on pourrait dire, qui dans leur garage, qui ont bricolé, comme Larry Page, par un fondateur de Google, on visite son garage. Il était un garage avec ses parents. Il devait avoir des boutons sur la figure, Jeff etc. Bezos aussi, qui vendait 2 livres dans son garage avant de faire Amazon. Voilà. Les garages ont un rôle très important dans cette affaire. C'est vrai que même un Elon Musk aujourd'hui, il a un comportement un peu d'ado par moment, on a cette impression. Oui, c'est des... Il y a un peu. Un petit peu. Et donc ils peuvent avoir cette folie des grandeurs et se dire un jour, pourquoi pas acheter un État. Zuckerberg qui fait de la muscu pour provoquer les autres en combat singulier pour leur casser la gueule. Si vous voulez, il y a un côté comme ça ado. Alors ils sont très compétents dans leur espace de compétences, dans leur domaine, mais en revanche, ils sont en général complètement incultes sur le plan historique, politique, etc. Donc la première idée qui les branche, qui passe par là, ça peut fonctionner. Vont, sauf qu'à la différence d'un ado lambda, eux, ils ont les moyens de le faire. Ils ont quelques moyens. Ça s'appelle D'or et de jungle. C'est disponible aux éditions Calman Levy. On va en reparler dans un instant. Et puis, on va retrouver Joe. On parle de quoi ce matin, Joe? Eh bien, ce matin, on va parler de la musique qui a influencé l'un des plus grands créateurs de musique du XXe siècle.